On est plus de 200, c'est un peu impressionnant. Moi, je suis Cécile Fonrouge, je suis directrice de l'Institut de recherche sur les PME. Et c'est vrai que le dévoilement du GEM, moi ça fait 6 ans que je suis là, le dévoilement du GEM à l'Institut, c'est un moment fort. C'est assez rare de se dire que l'UQTR et l'Institut de recherche sur les PME, on est les représentants du GEM au Québec et du GEM au Canada. Donc on est très très fiers de nos collègues. L'Institut existe depuis 20 ans et ces allers-retours entre des données chiffrées et des illustrations avec des entrepreneurs, c'est exactement le sens de notre travail à l'Institut de recherche sur les PME. Donc on a une trentaine de chercheurs réguliers et associés, une quarantaine d'étudiants. On a fait un point ce matin avec Auria et Lalam. Donc on est un bel institut de recherche sur les PME depuis longtemps qui organisons ce magnifique événement porté par Marc Duhamel et Étienne Saint-Jean, mes collègues professeurs à l'Institut de recherche sur les PME, et je leur laisse la parole pour ce bel événement. Écoute, je peux peut-être commencer. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de vous être connectés en si grand nombre. C'est vraiment un privilège de pouvoir présenter nos résultats de recherche aujourd'hui. Résultats du Global Entrepreneurship Monitor qui seront teintés par la pandémie de COVID-19, parce que c'est évidemment le moment où on a collecté les données était l'année de la pandémie. Donc, on aurait des résultats particuliers à vous présenter à cet égard. Rapidement, puis la formule qu'on a décidé de prendre aujourd'hui, c'est qu'on va présenter les résultats, Marc et moi, sur les principaux indicateurs du GEM. Et par la suite, Maxime Montminy du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation va animer un panel composé d'entrepreneurs et de conseillers. Donc, France Asselin, Maxime Vincent et Serge Bastien vont à tour de rôle présenter un peu ce qu'ils font, leur entreprise, puis on aura l'occasion d'échanger avec Maxime qui nous animera ça jusque dans la deuxième partie, si on veut, de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, comme je le disais, présentation teintée de la COVID. On le voit dans la couverture du rapport de cette année avec la COVID-19 qui a marqué les questions cette année. Il faut savoir que le GEM, peut-être pour ceux qui sont un peu moins familiers, c'est sans doute la plus grande enquête internationale sur l'activité entrepreneuriale dans le monde. On parle de plus de 100 pays répartis sur tous les continents là, qui ont participé au fil des ans. L'enquête a débuté en 1999 et c'est un portrait annuel qu'on fait de l'activité entrepreneuriale dans les pays participants. C'est plus de 200 000 entrevues qui sont réalisées parce que chaque pays doit avoir un échantillon minimal de 2000 répondants qui sont représentatifs de la population du pays. Et donc, ça fait des milliers de personnes qui participent à chaque année comme répondants à l'enquête du GEM, avec plus de 1500 experts également qui sont mobilisés pour présenter donc pour participer à la création des portraits de l'activité entrepreneuriale dans les différents pays. Et c'est un réseau, évidemment, de plus de 400 chercheurs et spécialistes en entrepreneuriat. Donc, c'est un projet vraiment important, majeur, puis on est super fiers, Marc et moi, d'en faire partie de l'équipe GEM Canada, mais également du consortium plus largement. Donc, étant donné que c'est un portrait annuel, ce qu'on fait, c'est que le consortium va classifier les répondants qui vont participer à l'enquête dans les différentes étapes du processus entrepreneurial. Alors évidemment, comme c'est une enquête auprès de la population en général, il y a des gens qui sont les entrepreneurs potentiels, fait que c'est monsieur et madame tout le monde qui répondent à l'enquête. Ils ont à certains égards ils ont, par exemple, des opportunités, des connaissances, des aptitudes à l'égard de l'entrepreneuriat. Certains vont dire qu'ils ont peu d'aptitudes, d'autres vont dire qu'ils ont beaucoup d'aptitudes. Et ils ont une attitude à l'égard de l'entrepreneuriat en général. Donc, on mesure d'une certaine façon la culture entrepreneuriale au travers de l'ensemble des répondants. Mais également, il y a des gens qui vont nous dire qu'ils sont en processus de démarrage, qu'on va appeler les entrepreneurs naissants, et aussi des entrepreneurs qui viennent de démarrer leur entreprise, qui ont commencé à verser des salaires
Et quand ça fait jusqu'à 42 mois, on les appelle les nouveaux entrepreneurs, pour ensuite qui deviennent des entrepreneurs plus établis quand ça fait plus de 42 mois, qui versent des salaires. Et donc, évidemment, il y a des gens qui, dans l'année dernière, ont fait des sorties entrepreneuriales, c'est-à-dire qui ont arrêté d'être entrepreneurs, et donc on les comptabilise également dans les étapes du processus entrepreneurial. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un échantillon de minimum 2000 répondants. On a eu 2439 répondants au Canada, 563 au Québec, avec une répartition de téléphones fixes mobiles qui correspond à 50 de l'échantillon et un panel Internet de 50 pour l'autre partie de l'échantillon. Et l'échantillon est stratifié, pondéré selon le genre, l'âge et la province, ce qui donne une marge d'erreur de moins de 4,5 19 fois sur 20. Ça, c'est pour les gens qui trippent un peu plus sur la méthode, mais ça pour dire que l'échantillon est représentatif de la population. Les marges d'erreur sont assez petites. Puis, ça nous permet donc de dresser un portrait assez juste là, de l'activité entrepreneuriale au Canada puis au Québec. Donc je vais prendre le relais un petit peu pour le contexte et pour amorcer une présentation du contexte. Quoi de mieux que tout simplement la question « Où étiez-vous le 13 mars 2020? » Je crois que tout le monde, on se rappelle, le 11 mars, l'OMS avait déclaré l'état de la pandémie de la COVID-19. Et je me rappelle, le 13 mars, devant la télé, à regarder la conférence de presse du premier ministre, flanqué de la santé publique et également du ministre de la Santé qui disait on a un problème au Québec qui est relié à ce que ça fait 14 jours que le début de la semaine de relâche du mois de mars a commencé. Et là, on a peur que les cas commencent à arriver. Le premier cas de la COVID au Québec est survenu le 27 février et déjà, ça commençait à s'étendre. Donc, ça, à partir de la COVID, je pense que tout le monde a un petit peu l'intuition sur les aléas des mesures sanitaires. Je vais y revenir un petit peu. Vous le voyez ici, ces aléas-là ont causé beaucoup d'incertitudes. Vous le voyez, là, à partir de 2020, là, quand ça augmente, là, le premier pic à partir de 2020, c'est le mois de février. Et ensuite, le deuxième pic le plus élevé, c'est le mois de mars, là où l'OMS a déclaré l'état de la pandémie. Et le deuxième pic en haut, c'est le mois de mai, alors que là, presque tout était fermé et il y avait encore beaucoup d'incertitudes qui s'accumulaient parce que là, on commençait à avoir des témoignages, des analyses d'experts qui disaient « ça, c'est juste la première vague, il y a une deuxième, troisième et potentiellement une quatrième qui s'en vient ». Donc, ça c'est relativement bien connu, cette incertitude-là. Ce qui est moins que bien connu, c'est que si on se plaçait en février 2019, donc si on comparait par rapport à l'année 2019, à chaque année dans le rapport, on se donne la peine de comparer l'état, l'évolution du contexte économique à chaque année et on se donne également la peine de présenter l'évolution des indicateurs du GEM à travers les années. Donc, ce qu'on a oublié probablement, c'est qu'en février 2019, le Québec surchauffait. En fait, l'économie du Québec était très favorable. Le taux de chômage était de 4,5 seulement. Okay? L'emploi à temps plein avait gagné au-dessus de 71 000 emplois à temps plein au Québec en un an. Et ce gain de l'emploi à temps plein s'était fait au détriment de l'emploi à temps partiel qui avait reculé de 8 000 postes et également au niveau des travailleurs autonomes au Québec. Donc, la situation de l'emploi, qu'est-ce qu'on soulevait dans les derniers rapports? C'est-à-dire que l'emploi, la situation du marché de l'emploi pouvait nuire à l'esprit entrepreneurial et aux activités entrepreneuriales, se poursuivait. Et là, soudainement, arrive le mois de mars. Et là, vous avez ici l'indice baromètre des affaires. Donc, c'est un indice de la confiance des propriétaires des petites entreprises qui est fait par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et là, vous voyez le choc brutal, en fait, un choc sans précédent qui s'est fait à partir du mois de mars.
Et vous voyez que le Québec un petit peu précède le reste du Canada. Okay? Et donc, ça, c'est le premier constat qu'on voit. Donc, on voit vraiment l'effet brutal de la pandémie. Mais ce qui est moins connu, okay, c'est qu'effectivement, graduellement, okay, ce qu'on observe, c'est un retour, en quelque sorte, vers les niveaux pré-pandémiques. On n'a pas encore atteint les niveaux pré-pandémiques en 2020. On verra pour 2021. Mais on voit cette tendance-là, cette résilience, okay, des entrepreneurs qui est très, très, très importante parce qu'on voit que la confiance revient graduellement. Ici, ce qui est important dans ce portrait-là, c'est de remarquer qu'au Québec, on était, en fait, l'indice de confiance dans l'économie était supérieur à celui du Canada avant la pandémie. Et là, la pandémie a fait chuter ça. Et ce qu'on remarque, c'est que pour l'indice de la confiance à très court terme, donc sur un horizon de 3 mois, on voit que le Québec, les entrepreneurs québécois et canadiens suivent essentiellement la même évolution, mais on voit que les perspectives de croissance, la confiance dans l'économie à plus long terme, là, on voit vraiment un revirement, en fait, des propriétaires d'entreprises. On voit que pour les entrepreneurs canadiens, la situation semble globalement s'améliorer. On atteint presque le niveau pré-pandémique, alors qu'au Québec, on est encore en retrait. Ça, c'est le premier constat. C'est donc un constat on voit qu'il y a de la résilience entrepreneuriale dans l'économie québécoise et dans l'économie canadienne. Et cette résilience-là se transmet à travers, justement, même s'il y a eu un déclin de l'activité ou de la confiance envers l'économie des entrepreneurs, on voit que suite à ce déclin-là, il y a un retour progressif. Et là, ce qu'on observe au niveau de la création d'entreprises, on voit que le niveau de création d'entreprises à partir du mois d'août dépasse en fait le niveau de création d'entreprises qu'on observait au Québec avant la pandémie. Donc ça, c'est un peu, pour ceux qui se rappellent un peu leur cours d'entrepreneuriat, il y a vraiment ce concept-là de vigilance entrepreneuriale où les entrepreneurs, en fait, lorsqu'il y a de l'incertitude et lorsqu'il y a de la turbulence économique, en fait, ça active les neurones entrepreneuriales de ces propriétaires-là et ça stimule ce qu'on a appelé beaucoup là, dans la presse, ce qu'on appelle le pivot entrepreneurial. Donc, ça, on l'observe au niveau, quand on parle de la création d'entreprise. Bon, dans le rapport, comme mon collègue Étienne Saint-Jean le mentionnait, on regarde un ensemble, il n'y a pas une seule activité entrepreneuriale. La création d'entreprise, ce n'est pas la seule. Il y a un ensemble d'activités et dans le rapport, tout à l'heure, Étienne vous a montré l'ensemble des activités. On peut se poser la question, juste au niveau des intentions entrepreneuriales, quel a été l'effet de la pandémie et comment se classe le Québec, comment la pandémie a influencé l'intention entrepreneuriale. Donc, historiquement, le Québec se classe généralement favorablement au niveau de l'intention entrepreneuriale. On voit qu'en 2020, c'est le même constat encore. Le Québec se situe juste derrière les États-Unis dans ce qu'on pourrait appeler le groupe de tête au niveau des intentions entrepreneuriales, avec le Canada qui suit. Généralement, d'année en année, on voit là, ça change et le graphique d'en bas vous illustre un peu là, le classement par rapport au reste du Canada, comment le Québec se situe. Bien entendu, au Québec, parce que le marché de l'emploi était très serré, donc dans les dernières années, on s'inquiétait justement du fait qu'on observait des intentions entrepreneuriales qui semblaient se détourner de la tendance canadienne, mais ce qu'on observe essentiellement, c'est que la pandémie a rétabli la tendance avec le reste du Canada et on voit que essentiellement le Québec et les États-Unis et le reste du Canada ont essentiellement la population adulte à peu près la même intention entrepreneuriale. Donc, à peu près un Québécois et un Canadien sur 5 avaient l'intention de démarrer une entreprise au cours des prochains mois. Le GEM, cette année, ont également posé des questions sur l'impact de la COVID
et comment la COVID influençait leurs intentions entrepreneuriales. Donc, on voit ici, un peu comme le graphique que je vous montrais sur l'indice de confiance, 30,3 % des adultes québécois qui avaient l'intention d'entreprendre disaient qu'effectivement, la COVID avait influencé dans une large mesure leur projet, leur intention entrepreneuriale. On le sait, hein, le Québec a été une des premières provinces et a largement restreint l'ouverture de commerce. Donc, effectivement, donc on est légèrement supérieur en termes d'impact de la COVID sur les intentions entrepreneuriales par rapport au reste du Canada, mais on voit que généralement, dans une moindre mesure, donc l'économie continue de rouler, les opportunités sont tout de même là, même s'il faut changer plusieurs des aspects. Et là, on voit que le Québec, à 68,9 % affirme de la population 68,9 % des entrepreneurs des adultes qui disent qu'ils ont l'intention de démarrer affirment que la COVID a eu un impact dans une moindre mesure, alors que c'est 65,3 % dans le reste du Canada. Encore une fois, on remarque que par rapport à l'ensemble des autres pays, l'impact de la COVID sur les intentions entrepreneuriales se situe relativement élevé, mais on est vraiment dépassé par d'autres pays, dont la Grèce et le Royaume-Uni. Là, on se rappelle les histoires où essentiellement il y avait les politiques publiques étaient beaucoup plus restrictives que ce qu'on observait au Québec et dans le reste du Canada. On remarque, hein, ici, là, ce qui est intéressant dans ce graphique-là, on remarque que l'impact de la COVID sur les intentions entrepreneuriales des États-Unis, les États-Unis se classent complètement au bout et je pense que les effets à long terme de ça, on va commencer à les comprendre dans les prochains mois. Alors, absolument. Merci, Marc. Je vais poursuivre sur l'activité entrepreneuriale émergente. En fait, puis je vais faire un court aparté parce que le rapport GEM, comme à peu près les années précédentes, à peu près 70 pages, on a choisi de présenter uniquement les indicateurs principaux et de présenter les indicateurs qui avaient des informations relatives aux conséquences de la COVID parce qu'on voulait teinter, si on veut, cette présentation aujourd'hui sur les conséquences de la COVID. Mais il y a évidemment plein d'autres indicateurs qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui, puis qui montrent comment, par exemple, la pandémie a pu impacter la confiance des entrepreneurs, l'attitude à l'égard de la carrière et ainsi de suite. On ne vous le présentera pas aujourd'hui, mais toutes ces informations-là figurent aussi dans le rapport que on va vous inviter à consulter une fois que la présentation va être terminée. Vous recevrez un lien d'ailleurs pour pouvoir télécharger le rapport dans les heures qui vont suivre. Au niveau de l'activité entrepreneuriale émergente, essentiellement, c'est les gens qui sont en processus de démarrage et qui ont nouvellement démarré une entreprise. Ce qu'on constate avec le graphique du haut, c'est qu'il y a 12,1 % des gens du Québec qui étaient soit en train de démarrer une entreprise ou qui avaient nouvellement démarré une entreprise. Si on regarde au fil des dernières années, sur le graphique du bas, on voit quand même qu'il y a un ralentissement important de l'activité entrepreneuriale pour 2020, mais ce ralentissement-là est aussi observé de manière moins marquée dans le reste du Canada. Donc, il semble avoir eu, du moins en 2020, un ralentissement peut-être un peu plus grand de l'activité entrepreneuriale au Québec qu'ailleurs. Donc, élément à souligner ici. Quand on regarde, par contre, l'activité entrepreneuriale des femmes versus celle des hommes, on remarque en haut, au niveau de l'activité entrepreneuriale des femmes, on remarque un très léger déclin. Donc, c'est passé de 13,2 en 2019 à 12,1 en 2020, fait que à peine 1 % de déclin pour les femmes. Puis c'est une tendance à peu près identique avec celle du reste du Canada qui a aussi connu un petit déclin. Par contre, quand on regarde l'activité entrepreneuriale émergente des hommes, là, on se rend compte qu'il y a un déclin incroyable au niveau de l'activité des hommes. Donc, au Québec, c'est passé de 21,4 % en 2019 à 12,1 % en 2020. Alors que dans le reste du Canada, le déclin a été aussi plus marqué chez les hommes, presque 3 points de pourcentage,
mais pas mal moins que ce qu'on observe au Québec. Donc, il semblerait qu'au Québec, essentiellement, le ralentissement de l'activité entrepreneuriale émergente s'est observé chez les hommes en particulier. Les femmes semblent avoir été un peu plus résilientes dans leur projet entrepreneurial. Peut-être que pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas toutes les explications dans le rapport, mais ça vaudrait certainement la peine de poser la question aux organismes qui ont observé justement des démarrages d'entreprises pendant cette période-là, dans quelle mesure et pourquoi les femmes ont peut-être été plus résilientes face à la pandémie de COVID et à leur démarrage d'entreprise. On a posé la question également aux entrepreneurs émergents dans quelle mesure le démarrage avait été rendu difficile suite à la COVID. Et c'est 2 entrepreneurs sur 3, 66,8 % au Québec, qui disent que ça avait effectivement rendu le démarrage plus difficile. Un peu plus marqué que dans le reste du Canada, mais quand même dans des taux assez semblables. Et puis, donc, on se situe quand même dans les pays où il y a quand même eu le plus de difficultés liées à la COVID. Là, on se trouve être au 5e au classement des pays qui appartiennent à l'OCDE. Si on regarde dans le graphique du bas, la croissance d'entreprises rendue difficile suite à la COVID, seulement 33,8 %, donc un entrepreneur sur 3 qui a vu sa croissance diminuer au Québec. Alors, démarrage d'entreprise un peu plus difficile, mais néanmoins, ça ne semble pas avoir affecté la croissance tant que ça. On est parmi les endroits dans le monde où ça a été le moins affecté au niveau de la croissance. Quand on regarde également au niveau des nouvelles opportunités que la COVID a pu amener, un entrepreneur sur 2 qui est en processus de démarrage ou nouvellement démarré, qui mentionne avoir eu des nouvelles opportunités grâce à la COVID, un taux qui est à peu près équivalent au reste du Canada, puis qui nous classe quand même dans les pays, des territoires en tête du classement. Donc, croissance pas trop affectée, des nouvelles opportunités quand même pour un entrepreneur sur 2. Et également, fait à noter, 63 % des entrepreneurs émergents disent que la réponse des gouvernements pour faire face aux conséquences de la COVID a été efficace. Donc, c'est à peu près 2 entrepreneurs sur 3 qui disent qu'ils sont relativement satisfaits de l'efficacité des mesures mises en place par le gouvernement. On est au 3e rang à cet égard dans le classement. Alors, c'est quand même d'une certaine façon encourageant. Peut-être qu'effectivement, les mesures mises en place par le gouvernement ont aidé certaines entreprises à identifier des nouvelles opportunités, mais également à ne pas voir leur croissance trop affectée. On va pouvoir en discuter plus largement dans le panel à cet effet. Quand on regarde les entrepreneurs établis, donc on se rappelle, les entrepreneurs établis, ça fait plus de 42 mois qu'ils versent des salaires, donc c'est plus de 3 ans et demi d'activité, si on veut. Donc, on remarque qu'au Québec, on était quand même dans le bas du classement à 5 % versus 8 % dans le reste du Canada. Puis si on regarde le graphique du bas, là, on voit que c'est un lent déclin depuis 2014 où les entrepreneurs établis déclinent en nombre à chaque année. Mais le déclin n'a pas été très marqué pour 2020. C'est-à-dire qu'on est passé de 5,3 à 5 dans l'année qui a suivi. C'est un déclin aussi qui est observé dans le reste du Canada, un très léger déclin par rapport à 2019. Donc, les entrepreneurs rétablis ne semblent pas beaucoup avoir été affectés par la pandémie. Si on regarde les questions qu'on leur a posées, on se rend compte que la croissance de l'entreprise a été rendue difficile pour à peu près un entrepreneur sur 2, 45,7 % au Québec, mais c'est quand même dans le plus bas du classement. Donc, la croissance n'a pas été rendue si difficile suite à la COVID. Puis quand on regarde au niveau des nouvelles opportunités qui ont pu être exploitées grâce à la COVID, on se rend compte que le Québec, 54,7 % d'entrepreneurs qui disent qu'ils ont pu saisir des nouvelles opportunités. Donc, un petit peu plus qu'1 sur 2, mais on est quand même au 2e par rapport à tous les autres pays de ce côté-là, ce qui montre donc que plusieurs entrepreneurs du Québec ont pu saisir des nouvelles opportunités, dont les entrepreneurs qui sont établis depuis plusieurs années. Quand on regarde les réponses jugées efficaces par le gouvernement auprès de cette catégorie-là, c'est la tête du classement, c'est presque 3 entrepreneurs sur 4 qui estiment qu'au Québec, les réponses ont été plus efficaces, même que dans le reste du Canada, à 60 %. Donc, peut-être que ça aussi, ça a pu jouer une réponse jugée plus efficace, des opportunités saisies, la croissance un peu moins affectée. Ça explique pourquoi le taux n'a pas eu un déclin très grand d'entrepreneurs. Autrement dit,
il ne semble pas avoir tant de gens qui ont fermé leurs portes. Puis quand on regarde justement les sorties entrepreneuriales, on voit même que le Québec, dans la dernière année, a eu moins de sorties entrepreneuriales en 2020 qu'il y en a eu en 2019. Donc, même à la limite, une plus grande résilience à demeurer en affaires malgré la pandémie. Alors que dans le reste du Canada, on voit dans le graphique du haut, là, les sorties entrepreneuriales ont augmenté dans l'année de la pandémie, alors que nous, ça a décliné. Donc, ça semble suggérer une très forte résilience des entrepreneurs au Québec, à la fois chez les établis, chez ceux qui sont en processus de démarrage également. Puis quand on leur a demandé, ces sorties entrepreneuriales-là, est-ce qu'ils ont été causées par la COVID 2019? On a séparé ceux qui avaient sorti de l'entrepreneuriat avec une continuité de leur activité, c'est-à-dire que la personne quitte l'entrepreneuriat, mais son entreprise lui survit, et donc il y a un repreneur ou il y a quelqu'un qui achète l'entreprise et qui poursuit les activités, versus ceux qui vont quitter l'entrepreneuriat dont l'entreprise n'aura pas d'activité suite à leur sortie, donc ils vont la fermer simplement, ils vont liquider les actifs et il n'y aura plus d'activité entrepreneuriale avec l'entreprise. Quand on compare ces deux groupes-là, on voit dans le graphique du bas, les deux colonnes de gauche, on voit que les sorties avec continuité à cause de la COVID sont beaucoup plus marquées au Québec que dans le reste du Canada. Donc, ça suggère que les entrepreneurs qui ont sorti à cause de la COVID au Québec l'ont beaucoup plus fait avec une entreprise qui était pérenne qu'une entreprise qui n'avait pas de continuité. Si on regarde les deux colonnes de droite, 12,5 % qui ont quitté à cause de la COVID, mais que l'entreprise n'a pas continué ses activités au Québec. Et c'est une tendance inversée avec le reste du Canada. C'est-à-dire que dans le reste du Canada, ceux qui ont quitté l'entrepreneuriat, en plus grande proportion, ils ont quitté avec aucune continuité des activités entrepreneuriales par rapport à ceux qui ont poursuivi avec une continuité qui était beaucoup plus petite dans le reste du Canada. Bref, tout ça pour dire qu'il semble avoir une plus grande pérennité des entreprises et peut-être même, puis c'est des éléments qu'on va discuter avec un de nos panélistes, mais peut-être même aussi un soutien plus grand aux activités de transfert d'entreprises au Québec qui ont peut-être été retardées à cause de la COVID, mais qui ne semblent pas, en tout cas du moins, avoir été tellement entravées, et surtout des entreprises qui semblent avoir été pérennes et assez résilientes face à la COVID-19. Donc, voilà, ça rappelle essentiellement les constats généraux qu'on tire, une intention qui demeure forte, un entrepreneuriat émergent qui décline, mais qui décline surtout à cause des hommes, un entrepreneuriat établi quand même très résilient, puis il semble avoir beaucoup de transferts d'entreprises malgré la COVID. Alors, ça fait le tour des principaux résultats. Je veux prendre une petite minute là, pour remercier les partenaires, notamment le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui finance la production du rapport à chaque année. Puis également le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation qui est également collaborateur à la production du rapport GEM et l'ensemble des partenaires du Carrefour également. Vous pouvez télécharger le rapport qui est disponible actuellement sur mon site personnel, mais qui est également disponible sur le site de l'Institut de recherche sur les PME et sur le site du consortium GEM également. Puis voilà, ça ferait le tour. Je laisserai la parole peut-être à Maxime pour pouvoir prendre le relais, présenter les gens du panel, puis surtout amorcer la discussion avec les entrepreneurs qui sont avec nous et qui vont pouvoir nous dire si les résultats qu'on a présentés, ça fait du sens sur ce qu'ils ont observé ou ce qu'ils ont eux-mêmes vécu pendant la pandémie. On le souhaite fortement, Étienne. On le souhaite fortement. Merci, Étienne. Merci, Marc, pour vos travaux extrêmement intéressants, extrêmement appréciés. Aujourd'hui, avec le panel, on va essayer de voir un peu là-dessus. Donc, c'est sans grande surprise que le panel d'aujourd'hui va vraiment porter sur les conséquences de la pandémie, mais aussi avec la mise dans le contexte du GEM. Parfois, on a comme l'impression qu'on a un peu tout dit ou tout entendu à propos de la pandémie, mais avec la qualité de panélistes qu'on a présentement, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et puis, je pense que c'est vraiment à propos de citer Winston Churchill qui disait qu'il ne fallait jamais gaspiller une bonne crise. Je pense que dans nos panélistes, je pense qu'ils ont été capables de jouer dans ce film-là. Donc, ils sont trois. Je débute avec Mme France Asselin, qui est à la tête de Mobius Coaching et Management. Elle est évidemment spécialiste du management. C'est une gestionnaire expérimentée qui a eu une solide expérience au niveau du terrain. Elle est enseignante universitaire, spécialiste du coaching.
Elle a une formation en actuariat. Elle a un MBA en management et est doctorante. Et de plus, c'est une skieuse amateur de haut niveau et aussi récemment grand-mère. Donc, on la félicite. Donc, bonjour France. J'enchaîne ici avec Serge, M. Serge Bastien. Depuis 2018, M. Bastien agit comme conseiller senior au niveau du CETEC, donc le Centre d'entreprise du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Il a exercé la profession de notaire pendant 31 années. Il a agi comme conseiller juridique auprès des entreprises. Il a été propriétaire et aussi associé principal d'une entreprise notariale avec une équipe de plus de 26 personnes. C'est un homme impliqué dans sa communauté et puis il a agi de manière significative au niveau du développement durable dans sa région. Et puis on termine par Maxime Vincent. C'est le cofondateur du gin Wabasso, de loin le meilleur gin au monde. On peut être chauvin, on m'a expliqué que je pouvais l'être aujourd'hui. Donc Maxime cumule plus de 15 années d'expérience dans le manufacturier, alimentaire, mais aussi pharmaceutique. Pendant ses études universitaires en études allemandes, quand on parle de parcours atypique, je pense qu'on a un bel exemple. Donc, Maxime a eu l'occasion de travailler pour de grandes entreprises, passant de Molson à Pfizer, toujours avec un faible pour l'artisanat, mais aussi avec la constance de la qualité d'exécution de l'industriel. De là, sa grande partie au niveau des ingrédients du succès du gin Wabasso. Je vais débuter, si vous le permettez, avec Mme France Asselin. Madame Asselin, j'irai avec la première question du tour de table qui sera la même pour tout le monde. Et puis aussi en passant, s'il y en a qui ont des questions ou des commentaires, le chat reste ouvert. Donc, soit Étienne, Marc ou d'autres personnes pourront vous répondre en cours de route. Donc, la première question que tout le monde aura, un petit tour de choses, c'est quels sont les faits saillants ou les particularités vécues dans votre entreprise avec la pandémie? Bref, comment la pandémie s'est passée dans les premiers mois? Donc, Madame Asselin, je vous passe le micro. Merci pour commencer, puis de m'accueillir. Puis pour répondre à la question, Maxime, vous avez fait allusion au ski. Ça a gâché la saison de ski, évidemment, pour plusieurs. Ce qui s'est passé pour moi, pour mon entreprise, c'est une entreprise où je forme les coachs, puis je donnais des formations en salle. Et j'étais en salle, j'étais en train de donner une formation. J'étais au Kinipi, ici à Trois-Rivières, et ça a été notre dernière journée de formation en salle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, tous les groupes que je formais, ce sont des formations. Je forme des gens pour devenir coach professionnel, donc pour obtenir une certification d'ICF. Donc, tous les cours qui étaient donnés en salle ont été transférés sur Zoom. Puis pour moi, ça n'a pas été si compliqué à faire puisque j'avais déjà prévu dans mon programme qu'il y avait une partie de la formation qui était donnée à distance. Donc, il n'y a pas eu d'effet immédiat au tout début de la pandémie. J'ai simplement montré beaucoup de flexibilité au niveau de la façon de donner la formation. J'ai donné plus d'ateliers que prévu au départ, étant donné qu'au début, c'était des journées entières. J'ai subdivisé ça en petits morceaux de façon à accommoder tout le monde. Puis, plusieurs même ont apprécié faire la formation à distance. Ils ont goûté, dans le fond, à cette notion-là de ne pas se déplacer pour aller chercher une formation. Donc, ça a été positif. Ça n'a pas affecté, finalement. Il y avait moyen de me réorganiser rapidement. Puis, par la suite, à l'été, j'ai refait une réflexion stratégique. J'ai bénéficié des subventions gouvernementales pour aller chercher des formations additionnelles complémentaires au niveau des technologies. Puis, j'ai repositionné un petit peu mes formations pour l'automne. En grosso modo, les faits saillants pour mon entreprise, ça a été une adaptation au niveau des technologies utilisées pour transmettre les connaissances. Puis, il faut dire aussi que le coaching, parce que je donne les formations, mais je coach aussi. Le coaching à distance, c'est quelque chose qui fonctionne bien et j'ai continué à le faire. Donc, actuellement, il y a des gens que je coach que j'ai jamais vus en personne, mais la relation est bien établie aussi. Fait que voilà, je m'arrête là. Je vais laisser la place aux autres panélistes. Merci, Maxime. Merci beaucoup. C'est une belle preuve d'agilité. On voudrait enchaîner avec M. Bastien. M. Bastien, c'est à vous. Oui, alors merci effectivement de nous donner l'occasion de parler du secteur du reprenariat transfert d'entreprise en contexte de pandémie. Alors, comme on peut s'en douter, bien sûr, à côté du mois de mars et certainement jusqu'au début de l'été, en fait, ça a été une pause totale. Les projets
Les projets de transfert qui étaient en cours ont complètement arrêté à 80-90%. Bien entendu, les entrepreneurs, dans le fond, sont tombés en priorité absolue, justement, dans le fond, au niveau financier, rétablir négociations avec les banquiers, les fournisseurs, etc., réaligner la trésorerie parce que ça a eu des implications significatives pour plusieurs. Dans certains cas, des fermetures pour quelques semaines, dans d'autres pour quelques mois et en fait, surtout au niveau commercial, là, je dirais, jusqu'au début de l'été. Alors, au niveau de l'impact sur les transferts d'entreprise, ben c'est sûr que ça a été un impact majeur. Les banquiers, naturellement, parce que c'est essentiel au transfert, étaient eux-mêmes en ajustement significatif, à dire, bon, premièrement, soutenons les entrepreneurs qui sont déjà, en fonctionnement avec les pauses qu'on a vues. Voyons, dans le fond, les projets, là, à compter de l'été. Voyons les projets qui étaient en mode transfert, voyons qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et comment est-ce qu'on va orienter justement les financements, l'accompagnement en financement des transferts qui voulaient reprendre. Pourquoi? C'est qu'à compter d'automne, dans le fond, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a quand même plusieurs secteurs, notamment ressources naturelles, on l'a vu, là, le bois, les mines, ça l'a repris et tout ce qui était rattaché au niveau manufacturier, au niveau commercial, donc toute la hausse de consommation, de biens de consommation, surtout de luxe et autres, là, bateaux et autres. Alors ça, il y a une reprise assez fulgurante et les projets dans ces domaines-là, où on a vu une certaine stabilité s'installer, là, on a vu effectivement les projets de transfert commencer à reprendre. L'enjeu étant de la prévisibilité, effectivement, des résultats. Et à ce moment-là, et actuellement, c'est encore vrai aussi, l'enjeu est au niveau justement de l'évaluation en raison notamment des programmes de soutien. On a vu que les entrepreneurs, globalement, à 2/3, à 75%, ont trouvé que les programmes ont beaucoup aidé. Et à cet égard-là, il y a une distorsion qui s'est créée par rapport aux résultats réels, notamment en raison des subventions salariales. Alors, là, c'était assez fort, là, aller jusqu'à la fin de 2020. Là, à cet égard-là, on peut dire que 2021 s'est stabilisé, mais si on s'arrête au propos du jour, là, pour 2020, c'était effectivement un gros impact là, par rapport à ça. Donc, des augmentations de valeur un peu artificielles ou supportées par un boom de consommation. Alors, donc, de ce point de vue-là, on est encore quand même en termes d'impact de la COVID à trouver la juste mesure là, de ces événements-là, de ces éléments-là. Et les volets financement, par contre, on a constaté à la fin de 2020 que là, les banquiers et autres institutions de soutien au niveau de l'entrepreneuriat et du transfert ont recommencé à être actifs et en soutien, effectivement, au processus de transfert. Excellent. Merci beaucoup, M. Bastien. Et puis le dernier, finalement, Maxime Vincent du Génie Webasso. Je te laisse la parole. Oui, alors bonjour à tous. Comme M. Bastien disait, nous, on fait partie du boom que les consommateurs ont bien voulu avoir, c'est-à-dire dans le milieu des alcools, pendant une période de 24 heures à 48 heures, il y avait une incertitude compte tenu du fait que nous, au Québec, au niveau des distilleries du Québec, les spiritueux sont vendus uniquement à travers les succursales de la SAQ, à l'échelle nationale. Et puis, le gouvernement, pendant une courte période, a menacé la fermeture de celle-ci. Toutefois, le gouvernement s'est vite ravisé, notamment à cause, j'imagine, des taxes perçues, mais aussi que c'était un mal nécessaire, la consommation d'alcool pour les Québécois. Les Québécois se sont réfugiés à travers différents produits alcooliques, dont le nôtre, parce que, écoute, après cette période courte d'incertitude, la SAQ nous a demandé une commande, la plus grande commande qu'on a jamais eue à travers l'histoire de notre distillerie. Donc, ça a fortement avancé notre croissance.
Qui plus est, on a pu investir, je me souviens encore, dès le mois d'avril 2020, plus de 200 000 $ en équipement. Et puis, il y avait déjà des incitatifs de subvention à l'achat d'équipements qui étaient déjà installés au Québec, notamment par le gouvernement provincial. Et puis, comme M. Bastien aussi a indiqué, à travers tout ça, bien, le gouvernement fédéral a mis beaucoup d'argent à travers les entreprises, qu'elles soient déficitaires ou dans un bilan positif. Là, on a eu des subventions salariales, des subventions au local aussi. Donc, je pense que nous autres, on a su profiter de cette opportunité-là et ça nous a apporté beaucoup. Là. Excellent, merci. Sachant qu'il est 12h44, je laisserai Étienne et Marc prendre la parole. Je ne vais pas vous chicaner, mais de manière succincte, parce qu'il va y avoir une deuxième question au panel, peut-être pas d'aller un petit peu plus loin, donc je vous ai à l'œil, c'est à vous. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter. On avait quelques questions dans le Q&A qu'on pourra peut-être répondre. Peut-être Marc, tu voudras y répondre à quelques-unes. Mais moi, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a eu effectivement, puis ça confirme assez bien, je trouve, les témoignages qu'on a eus, ça confirme assez bien les résultats qu'on a eus. C'est-à-dire que pour plusieurs entreprises, en tout cas, très certainement pour 2 de nos panélistes, ils ne semblent pas avoir eu, mis à part peut-être un petit changement dans la manière de vendre les produits ou services, mais il semble même avoir eu, dans certains cas, des opportunités de croissance. Fait que ça confirme à certains égards que la pandémie, en tout cas, du moins, pour plusieurs, il y a eu des effets, évidemment, dévastateurs. On pense aux restaurants, puis Maxime, tu pourras peut-être même parler un peu plus tard parce que les alcools se vendent aussi dans les restaurants, dans les hôtels, puis ainsi de suite. Fait que j'imagine que ça a pu avoir d'un côté un impact négatif parce que toutes ces ventes-là ont disparu presque pendant 3 mois de temps, mais de l'autre côté, les gens ont trouvé d'autres moyens, dans le fond, de consommer, puis il y a eu des opportunités qui n'étaient pas imaginées auparavant, mais qui ont permis donc à plusieurs entreprises de rebondir. Fait que ça, je trouve ça intéressant de voir des exemples concrets. Puis j'imagine, puis on pourrait y revenir dans un deuxième tour, mais est-ce que ça vous a même amené des opportunités ou des occasions nouvelles, la pandémie? Parce que même on parle qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont devenues numériques, qui ont proposé des trucs en ligne. Fait que je ne sais pas dans quelle mesure vous avez pu voir ça aussi de votre côté. Donc, tu as des questions plus pour les panélistes là, en termes de réaction. Puis, il y avait des questions je ne sais pas si tu voulais peut-être y répondre, Marc, sinon je pourrais le faire, là, mais il y avait des questions dans le Q&A. Ouais. Oui, ben, je peux peut-être répondre à la question d'Alain Castonguay là, qui demande tout simplement quel est l'impact de la pénurie de main-d'œuvre sur l'entrepreneuriat émergent. C'est une question qu'on suit, en fait, depuis 2-3 ans. L'économie québécoise a vraiment, le marché du travail s'est resserré. Dans les dernières années, dans nos rapports, on mentionne toujours qu'on craint, en fait, le resserrement du marché du travail qui aurait un impact négatif sur l'entrepreneuriat émergent. Bon, cette année, on ne peut pas distinguer, c'est difficile d'évaluer cette année, mais par contre, c'est assez résilient. En fait, je dirais que depuis 3-4 ans, ce qu'on observe, c'est qu'en dépit de l'augmentation de la rémunération hebdomadaire, en dépit, comme je disais, l'augmentation du travail à temps plein, la réduction du travail à temps partiel, la réduction du travail autonome, on remarque vraiment que dans l'entrepreneuriat émergent, le Québec se maintient toujours dans le groupe de tête. Donc, c'est assez intéressant et ça soulève en fait, je pense, la deuxième question qui est de Fatem Boutaleb. Bonjour Fatem. C'était, est-ce qu'il y a des déterminants spécifiques à l'économie québécoise qui favoriseraient davantage la résilience des entrepreneurs? Bien, moi, je pense, puis je ne sais pas ce que les panélistes en pensent et mon collègue Étienne Saint-Jean, mais ce genre de transition-là, en fait, on récolte en ce moment tous les efforts qui ont été faits dans le passé. Et au Québec, on a mis beaucoup d'efforts dans les dernières années, justement, de faciliter cette transition-là vers une économie plus entrepreneuriale. On se rappelle du PAGE, on se rappelle, puis si je reprends juste là, ce que l'équipe du CETEC fait depuis plusieurs années pour justement sensibiliser les décideurs publics du problème du transfert d'entreprise, du vieillissement des entrepreneurs. Je pense que ce qu'on observe, c'est un peu ça, combiné à l'effet que pendant longtemps, le Québec a été, je dirais, on sait que le secteur public est très important
dans l'économie québécoise. Moi, si je prends l'exemple de Gin Wabasso, que le gouvernement du Québec décide du jour au lendemain, à cause de la pandémie, justement, d'enlever certaines restrictions au commerce dans certains secteurs, ça démontre vraiment l'impact positif, je pense, de la pandémie au niveau de l'esprit entrepreneurial. On a, en quelque sorte, enlevé certaines chaînes qui existaient à certains types d'entrepreneurs. Hein. La réglementation du commerce de l'alcool au Québec, ça remonte à plus de 100 ans. Ça a aidé le gouvernement du Québec à dire, écoutez, on a beaucoup de pression, on a beaucoup de créativité. Hein. Là, 10-15 ans, c'était les microbrasseries. Là, c'est les spiritueux. Je pense que, comme la citation de Maxime au début le suggérait, on n'a pas laissé cette crise-là, on l'a utilisée pour favoriser justement, peut-être briser quelques chaînes. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour Étienne et Marc? Il y avait une question sur la résilience, si je peux peut-être me permettre de répondre. En fait, il y avait été question de l'entrepreneuriat hybride. C'est effectivement une bonne remarque qui a été posée là, dans le fil de discussion. En fait, c'est que comme on a beaucoup d'entrepreneurs émergents qui sont aussi salariés dans une organisation, puis comme on sait aussi qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, bien, on constate donc qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs hybrides, c'est-à-dire ceux qui vont garder leur emploi salarié tout en démarrant une entreprise. Fait que, évidemment, pour ceux qui combinent les deux, ça peut expliquer une partie de la résilience au sens où, évidemment, c'est plus facile de passer au travers un projet entrepreneurial qui est en développement s'il y a un salaire qui continue à rentrer pendant ce temps-là. Donc, peut-être ça peut expliquer très certainement une partie de cette résilience-là, mais pas complètement. On présume qu'il y a quand même plusieurs entrepreneurs qui sont complètement dévoués, puis comme France, Maxime et plusieurs autres qui sont entrepreneurs à temps plein puis qui ne travaillent pas on the side là, dans une autre organisation. Fait que ça explique sans doute pas tout, mais ça explique peut-être effectivement une partie de la situation. Merci. Ouais. Donc, allons-y pour une deuxième vague, là, thème COVID. J'irai avec Mme France Asselin. Donc, la deuxième question, ce serait plutôt comment la COVID a vraiment influencé la manière de faire des entrepreneurs que vous coachez? Avec les micros. Je vais ouvrir le micro. Ça m'a permis de faire silence. Comment ça a influencé les entrepreneurs? En fait, ce que je peux dire, les entrepreneurs que j'accompagne, moi, j'accompagne des entrepreneurs, mais aussi des intrapreneurs. Donc, des gens qui sont dans les plus grandes organisations qui font évoluer des projets. C'est dans un premier temps, ce que j'observe avec la COVID, c'est un besoin. Le COVID, c'est comme un reset. Hein? Prendre soin de moi, prendre soin de ma santé pour être capable de continuer à travailler. Au niveau de l'accompagnement, il y a cette dimension-là de prendre soin d'eux-mêmes, de leur santé pour préserver leur énergie. Puis moi-même, j'ai dû le faire. Je fais un doctorat. Mon hybride, c'est pas une deuxième job, mais c'est de faire un doctorat en parallèle. Donc, c'était comment je fais pour entretenir ma capacité, mon énergie à travers ce qui se passe. Donc, au niveau de l'accompagnement, cette dimension-là est présente. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une sensibilisation au niveau comment je pourrais dire ça? On savait qu'il fallait prendre soin de nos employés au niveau étant donné le manque de ressources de travailleurs. Mais avec la COVID, les gens en sont beaucoup plus conscients, puis ils apprennent de plus en plus à s'informer et à prendre soin des personnes. Donc, notamment en coaching, on les invite à prendre des nouvelles, à regarder qu'est-ce qui se passe autour d'eux pour offrir un support adéquat
à leur personnel s'ils veulent maintenir la confiance. Donc, les entrepreneurs sont plus juste là en train de contrôler, mais sont aussi là en train de donner du support et du soutien à leur personnel pour les garder. Donc, cette dimension-là est bien importante. Puis peut-être que c'est une bonne, c'est les bons coups de la crise, hein? Réhumaniser le travail. Les gens travaillent, oui, pour aller chercher une paye, mais ça répond à un besoin humain également. Puis ce que je pourrais dire aussi, c'est en tant que coach, on voit le rôle du coaching, à quel point ça peut être utile. C'est un moyen pour briser l'isolement. C'est un espace pour prendre la hauteur, pour faire une meilleure planification. Comment j'organise mes ressources. Puis, en fait, en coaching, en coachant les gens, on leur apprend à coacher aussi. Donc, être dans l'ouverture, être dans la flexibilité, aider à accompagner les gens. Fait que pour moi, la COVID, c'est un petit wake-up call pour se responsabiliser pour vivre ensemble, puis faire avancer l'économie tout en travaillant, là, mais en prenant soin des humains aussi. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Maxime. Encore mieux que quand on s'est parlé la semaine passée, mais on a parlé même de bienveillance la semaine passée. Puis je trouvais que c'était un mot, ou en tout cas un thème qui est peu utilisé, mais en tout cas qui est vraiment intéressant, puis qu'on pourrait aller plus loin là-dessus. J'enchaîne avec M. Bastien. Donc, tantôt, avec votre réponse, c'est vraiment intéressant, mais j'aimerais ça qu'on y aille un petit peu plus loin au niveau de l'accompagnement lors du transfert d'entreprise avec l'avènement de la pandémie. Donc, dans tout ce qu'on parle au niveau de l'évaluation d'entreprise, on sait que les acheteurs et les vendeurs détestent l'instabilité. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des opportunités spécifiques dans les transferts? Puis aussi au niveau de l'évaluation des entreprises, là, c'est quand même difficile à évaluer quand il arrive une bulle comme la COVID. Votre micro, s'il vous plaît. Alors, comme j'avais commencé à dire tantôt, cet enjeu-là de trouver les critères d'évaluation, les nouveaux critères d'évaluation, ou en fait, d'allier les anciens avec les nouveaux enjeux, je dirais que c'est encore effectivement un élément là, qui est en discussion, qui a tendance à s'amenuiser justement, là, si là, on se reporte plus à 2021, donc au-delà de l'étude. Là, dans le fond, on commence à trouver des repères. À certains égards, il y a quand même une bonne partie des entreprises, comme je le disais tantôt, au niveau manufacturier, consommation, qui là retrouvent une certaine stabilité qui permet de chercher les anciens repères, qui a un élément positif pour une bonne partie de ces entreprises-là. Ça a été quand même justement le fait d'innovation, les changements, les adaptations, tout ça, qui a à certains égards justement consolidé des valeurs, consolider des façons de faire, parce que justement, la COVID a obligé justement les entrepreneurs à être plus rigoureux pendant une bonne période d'incertitude, à donc être plus près de leur gestion et de leur administration, donc à présenter. Ça aide donc à la présentation des dossiers. La souplesse et l'adaptabilité auxquels ils ont dû faire face a permis justement, selon moi, de consolider les façons de faire des entreprises et de consolider, je retiens ce que France vient d'aborder, l'aspect justement de consolider la gestion des ressources humaines. Et ça, c'est un facteur qui quand on parlait d'évaluation, justement, on y accordait peut-être pas l'importance qu'elle méritait, je dirais. Et à cet égard-là, l'attention qui a été apportée à cet aspect-là, qui est un des fondements, dans le fond, d'une valeur d'entreprise, au-delà des chiffres d'affaires et de tout ce qui va avec, c'est la consolidation de la conservation des ressources humaines. Ça, c'est un impact positif, doublement positif. D'abord, là, pour mon sujet, le transfert d'entreprise, donc c'est pour consolider la valeur, mais aussi pour tout le volet de la pénurie de main-d'œuvre qui a refait surface là, et qui est complètement d'actualité, revenu aussi fort, sinon plus fort qu'avant. Et donc, cet aspect-là de bienveillance, on va prendre ce terme général-là, ça a été un impact positif. Là où les paramètres sont encore flous, c'est naturellement dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, restauration, le secteur culturel. Ça, c'est encore un secteur qui
qui a été frappé naturellement de plein fouet, là, donc sur le 2020. Et 2021, ben là, on est encore là, en reprise très, très lente là, par rapport à ça. L'impact COVID est encore vraiment majeur, significatif, autant sur l'évaluation que sur tous les aspects de l'entreprise elle-même. Excellent. Bien, merci beaucoup encore. Et puis, je termine avec Maxime. Dans le fond, la dernière question, dans le fond, c'est de savoir, est-ce que la COVID t'a forcé à revoir ta définition de la croissance versus les valeurs de l'entreprise chez Gin Wabasso? Oui, tout à fait. On avait un choix de pouvoir possiblement exporter à l'étranger, mais cette croissance-là, on l'a vécu de l'intérieur, c'est-à-dire à l'échelle nationale. La SEQ est notre premier partenaire d'affaires, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce qui nous a permis d'investir en équipement pour l'automatisation de notre ligne d'embouteillage et notamment en équipement de production. Puis on s'est dit, encore là, c'est important, on a accès, oui, à de la subvention, mais ce qui était important selon nos valeurs, c'était d'acheter des équipements qui étaient faits ici au Québec. On a une capacité de produire des équipements de qualité. Il y a de l'ingénierie ici au Canada, au Québec. Je vous dirais 99 % de notre équipement provient soit du Québec, de la région même. Nos équipements, nos cuves viennent de la région. On a des cuves de la région de Rougemont. Donc, c'est quand même une fierté. C'est que le client, il ne voit pas ça, mais nous, c'est important. Donc, c'est l'impact à long terme, la pérennité de l'entreprise. On se dit à long terme, pourquoi pas avoir un service? Parce qu'il y a une conséquence directe. Oui, l'achat coûte plus cher, mais il y a un service qui est là. Il y a une proximité avec le fabricant qu'on n'aurait pas si on achète à l'étranger, par exemple, ou qu'on aurait moins. Je ne dis pas que ça vaut moins totalement, mais quand même, pour moi, ça en fait partie des valeurs. Et puis, ça nous a permis, la COVID, de croître en tant qu'entreprise à cause qu'on est quand même chanceux. Les clients sont là. Toutefois, cette chance-là, pourquoi pas la remettre en achat d'équipement qui a un impact direct sur les emplois au Québec. Fait que je sais qu'il y a vraiment une conscience sociale aussi là, qui est quand même mise de l'avant, quand même que l'entreprise grossit. Là, on est quand même conscient de ce qui se passe autour. Bien, merci beaucoup, Maxime. 13 heures pile, je nous trouve très disciplinés. Donc, on a encore pour une demi-heure à être ensemble. Il y a une période de questions donc, du public. Allez-y simplement par main levée. S'il y en a qui ont des questions ou encore une fois dans le bon vieux chat, là, vous pouvez poser vos questions là. Sinon, bien, vous pouvez poser votre question avec une main levée. Et puis, peut-être que Auréa, tu vas diriger les gens pour ouvrir les micros puis qu'on puisse poser les questions puis y répondre. Merci. Donc, c'est à vous. S'il n'y a pas de questions tout de suite, Maxime, il y a eu beaucoup de messages dans le chat qui touchaient les entrepreneurs hybrides en particulier. J'aurais pu partager quelques graphiques en attendant que les gens réfléchissent à leurs questions et puissent les poster. Mais si on regarde, par exemple, je vais essayer de partager correctement, mais si on regarde, par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat hybride, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Si on regarde les courbes là, de 2013 jusqu'à 2020, dans le fond, puis on a fait des moyennes de 3 années parce qu'il n'y avait pas assez de répondants fait que pour réduire les marges d'erreur. Mais ce qu'on voit en termes de tendance, c'est passé de 67,7 % au Québec jusqu'à 80,5 %, mais par rapport à la dernière compilation, c'est même pas 1 % de différence. Puis on voit dans le reste du Canada aussi, ça a décliné. Fait que globalement, il y a eu un déclin de l'entrepreneuriat émergent, déclin qui a été à peu près similairement observé chez ceux qui conservaient un emploi. Puis au niveau des hommes et des femmes, si on regarde ces deux graphiques-là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence au niveau des hommes et des femmes, ce qui fait que globalement, le caractère hybride ne semble pas avoir une particularité plus homme-femme en termes de résilience. Fait que, évidemment, le fait d'avoir été hybride, peut-être que ça a permis une plus grande résilience généralement, mais cette résilience-là n'est peut-être pas plus observée à cause du caractère hybride chez les femmes, par exemple. Fait que, pourquoi, dans le fond, il y a eu moins d'entrepreneurs femmes, c'est-à-dire il y a eu moins d'entrepreneurs hommes qui ont poursuivi leur projet entrepreneurial dans le cadre de la COVID. Cette question-là, on n'a toujours pas de réponse. Le caractère hybride ne semble pas être une réponse jusqu'à maintenant là, pour comprendre le phénomène.
on peut présumer peut-être que, je ne sais pas, les hommes avaient peut-être davantage peur de l'incertitude qui avait cours. Peut-être que les femmes avaient des projets peut-être de plus petite envergure, justement. Puis là, je ne veux pas faire des caricatures outrancières, mais souvent, justement, c'est si on peut facilement poursuivre le projet sans que ça soit trop impacté versus des entrepreneurs qui souhaitaient peut-être des projets de plus grande envergure. Peut-être qu'ils ont simplement reporté leur projet en attendant que l'incertitude se dissipe. J'ai bien hâte de voir l'année prochaine, autrement dit, une fois que l'incertitude a été passée, parce qu'on se rappelle, les données ont été collectées à peu près aux alentours de peut-être fin août, début septembre 2020. Fait qu'il y avait encore beaucoup d'incertitudes. On se rappelle, les gens retournaient à l'école, il y avait une deuxième vague qui se préparait, on craignait de refermer l'économie. Fait que j'ai l'impression que ça a peut-être joué en particulier chez les hommes, mais qu'une fois que les gens ont fini à vivre avec la pandémie, probablement que les taux qu'on observera l'année prochaine seront peut-être un peu plus égalitaires côté hommes-femmes. Ça reste à confirmer, évidemment, là, mais c'est mon hypothèse jusqu'à maintenant qu'on pourra peut-être valider l'année prochaine. Merci. Alors, nous avons une main levée de Simon de la SADC de Shawinigan. Donc, Monsieur Simon, je vais vous permettre de parler. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais, oui. Merci Étienne pour les questions hybrides. J'ai quasiment devancé ma question. C'est toujours un peu quelque chose qu'on veut voir, la différence beaucoup hommes-femmes. On voit que ça demeure quand même similaire, ça demeure très populaire. Moi, ma question, elle ne touchait pas tellement là-dessus. Les données sont intéressantes par rapport à la COVID, mais ce qu'on remarque beaucoup en frais d'intervenants économiques, c'est très sectoriel ce qui est arrivé. Puis, il y a eu une chute quand même assez importante. Puis, on se rend compte que des domaines, qu'on voyait certains exemples qui sont remontés très rapidement, qu'il y en a d'autres finalement qui peinent encore beaucoup. Puis je me demandais, est-ce que vous êtes capable d'extraire un peu des données un peu plus sectorielles versus un petit peu ce qui s'est passé? Là, parce qu'on se rend compte, on n'aurait pas pensé ça il y a 1 an et demi, on pensait que ça frappait tout le monde au même niveau, mais ce n'est pas le cas présentement. Puis je me demandais jusqu'à quel point qu'on est capable d'avoir des données là, qui différencient un peu les réalités dans des secteurs différents. Tu réponds, Étienne? Ou... Oui, ben, je peux peut-être amorcer une réponse, tu pourras compléter, puis même les gens du panel aussi. Mais en fait, effectivement, c'est une super remarque. La pandémie, surtout dans les débuts, a particulièrement touché certains secteurs. On pense à l'industrie des arts et spectacles qui a encore de la difficulté à se remettre des conséquences de la pandémie. On pense au restaurant, à l'hôtellerie, puis ainsi de suite. Le tourisme en général, avec les frontières qui ont été fermées, réouvertes, mais réouvertes avec plein de contraintes. Donc, les gens dans le domaine de l'aviation, réservation des voyages, et ainsi de suite, ça a été complètement chamboulé, alors que plusieurs industries manufacturières, par exemple, mis à part de faire porter un masque à leurs employés à partir de l'été, il n'y a pas eu, puis de nettoyer les mains, il n'y a pas eu beaucoup de conséquences pour certaines industries. Effectivement, c'est super sectoriel. Dans le rapport du GEM, on n'a pas assez d'échantillonnage très grand pour être capable de faire ce portrait sectoriel-là. Il y a sans doute des données de Statistique Canada, puis peut-être que Marc, vous passez peut-être certains éléments de ce côté-là, mais dans une recherche en parallèle que j'ai menée avec Marc-Pierre Tremblay de l'Université Laval sur les aspects un peu plus liés à la santé psychologique des entrepreneurs, on vérifiait justement le secteur d'activité, puis on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des secteurs qui ont été beaucoup plus malmenés que d'autres, sans surprise. En moyenne, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui ont trouvé des opportunités, beaucoup d'autres que leur industrie était complètement dévastée. Fait que ça a été vraiment un large éventail de conséquences très, très diversifiées. Ça semble se résorber un peu parce que de plus en plus, les économies avec la vaccination, du moins dans les pays riches, bien, ça permet un retour, disons, à la normale, là, mais ce n'est pas complètement revenu à la normale pour toutes les industries. Là. Peut-être juste en complément, là. Donc, les données de Statistique Canada, justement, montrent, pour le GEM, le problème, comme Étienne vient de le dire, c'est que c'est le nombre de répondants par industrie. C'est un peu difficile là, à donner un portrait descriptif qui soit fiable, à moins de faire la moyenne là, sur plusieurs années. Donc, mais deux, les données de Statistique Canada, là, puis de l'Institut de la statistique du Québec
Ce qu'elle montre, c'est que pendant 2020, ce qu'on a observé essentiellement, c'est une migration, en fait, de l'emploi vers le secteur de la santé, les services professionnels et ainsi de suite. Donc, beaucoup de secteurs des services réorientés vers ça. Ce qui était un service essentiel, ce qui était une entreprise d'un service essentiel était, je dirais, ce n'est pas quelque chose qu'on peut catégoriser d'une manière service, construction, manufacturier, de manière normale. Il y avait des entreprises dans le secteur manufacturier qui avaient certaines tâches qu'il fallait qu'ils gardent. Il y en avait qui faisaient il y a certains traiteurs, par exemple, disaient que, ah oui, mais moi, je fais du traiteur pour un hôpital ou pour un CHSLD. Eux avaient le droit de continuer à opérer alors que d'autres ne pouvaient pas. Donc, c'est un portrait sectoriel très, très, très important. C'est un portrait que nous, les données du GEM, nous permettent de regarder ça, je dirais, d'un point de vue statistique ou économétrique en profondeur, mais pas au niveau descriptif. Mais c'est clair qu'il y a eu des effets sectoriels. Puis je dirais qu'une autre hypothèse, là, celle que Étienne a mentionnée par rapport à la répartition homme-femme, qu'est-ce qu'on observe dans le fond dans les données, c'était qu'effectivement, on sait que l'emploi entre les hommes et les femmes suit un pattern sectoriel différent. Et donc, effectivement, si certains secteurs ont été plus d'impact au niveau des fermetures, au niveau et que ça pourrait avoir eu un impact justement là, sur l'allocation de l'entrepreneuriat entre les hommes et les femmes, entre les hybrides et ainsi de suite. Même si au niveau des hybrides, je pense qu'Étienne a montré là, les graphiques qui sont au chapitre 4 du rapport. Et effectivement, à ce niveau-là, pas vraiment une grande différence, en tout cas, selon le rapport. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, Auria? Pour le moment, non, je n'ai aucune main levée. Il n'y a pas de main levée. Oh, je pense La que main Cécile a de, une question. Cécile a une question, un instant. Vas-y, Cécile. Merci. Moi, j'ai une question un peu de secours, parce que c'est vrai qu'il s'adresserait aux panélistes sur les conséquences de la Covid. Quand Maxime de Gino Wabasso vous parlait de proximité, donc de faire appel aux fournisseurs locaux, et qu'en France, Asselin nous dit que sa relation à distance s'est très bien passée, enfin se passe bien en coaching, il y a peut-être un vrai faux paradoxe entre proximité et distance. Donc je voudrais, et ça c'est un effet de la Covid, donc je voudrais vous entendre là-dessus, les panélistes. Mais que dire, proximité, distance. Ce que j'ai vu chez les entrepreneurs, notamment par rapport à ça, c'est toute la réorganisation de l'espace de travail qui s'en vient. Il y en a qui ont vraiment coupé dans leurs frais fixes en cancellant certains bails, certaines locations. Puis finalement, ils se réorganisent, ils travaillent différemment. C'est un bon coup au niveau de la distance et la proximité. Puis la proximité, autant les gens travaillent de chez eux, ce qu'on a entendu beaucoup, puis ce que je voyais aussi, c'est que les femmes avec des jeunes enfants ont trouvé très difficile la COVID, parce qu'encore aujourd'hui, c'est beaucoup les femmes qui prennent charge d'abord les enfants, quand les enfants sont malades, c'est elles qui restent à la maison. Donc, il y a un petit éveil peut-être qui est possible aussi au niveau de la gestion des familles à cause de cette proximité-là des mamans par rapport à leurs enfants. Je pourrais me donner cette première réaction-là, Mme Faurouge. Maxime, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Bien, si je peux parler pour mon secteur d'activité, c'est que les emplois indirects, on pense à des électriciens, des plombiers. Moi, à travers la COVID, tous ces secteurs-là indirects qui touchent mon entreprise n'ont jamais manqué de travail. Je vous dirais, les fournisseurs, si ce n'est que l'interruption momentanée, je crois, pendant
peut-être un mois ou deux de certaines entreprises qui, comme je crois Marc ou M. Bastien disait, il y a eu une interruption à cause qu'il n'y avait pas de lien, comment on dirait ça? Il n'y avait pas, on avait un laissez-passer si on était essentiel, si on peut dire, au niveau de la communauté et du gouvernement pour la population. Donc, nous, on était essentiel. Ben oui, l'alcool, c'était une surprise et pas une surprise, mais c'est vraiment ça qui m'a frappé à travers cette période-là parce que moi, je fais partie des entrepreneurs hybrides. Quand on a parti de notre entreprise, moi, j'étais à l'emploi, j'ai employé d'une entreprise et puis graduellement, après un an, j'ai quitté mon entreprise lorsqu'il était le temps de le faire, c'est-à-dire que c'était assez solide là, au niveau de mon entreprise pour dire « OK, je rentre à temps plein ». La COVID, c'est ça que ça a confirmé tout ça là, à travers les mesures du gouvernement parce qu'il y avait beaucoup d'incitatifs à garder l'entreprise ouverte. Mais je ne voulais pas être un restaurateur parce que les restaurateurs, ils en ont mangé toute une. Notamment, encore plus, les bars. Parce que c'était les derniers en bas de la liste. Les spectacles dans les bars, on oublie ça. Le social et tout. Mais c'est vraiment cette espèce de dichotomie là, entre la salle de spectacle, qui on va parler de l'amphithéâtre de Trois-Rivières, qui n'a pas marché pendant un an, mais au final, je serais curieux de regarder les chiffres. Avec toutes les subventions qu'ils ont eues, le bilan est correct. Donc, il y a ce paradoxe-là. Là. Au moins, l'argent investi du gouvernement permet la pérennité de certaines entreprises plus fragiles à la COVID. Merci beaucoup, Maxime, encore. Si je peux me permettre, de notre point de vue, pour le CETEC puis des entreprises semblables, là, puis en fait, je rejoins ce que France disait un peu plus tôt, c'est que c'est sûr que ça a généré justement des opportunités de prise de contact beaucoup, beaucoup plus grandes. Puis dans les entreprises de services, ça a certainement consolidé des activités. Et là, dans le fond, on est à continuer cet élément. On a plusieurs clients qui voient maintenant d'un très bon œil qu'on fonctionne en Zoom ou en Team. Et puis, pour nous, ça a donné l'opportunité d'intervenir plus, dans le fond. Avant, comme on insistait beaucoup sur le présentiel, on passait nécessairement, puis je prends ma région d'Abitibi, je passais quand même passablement de temps. Ces heures-là, maintenant, on les passe avec plus de présence, dans le fond, auprès des entrepreneurs. J'imagine qu'à cet égard-là, c'est vrai pour beaucoup d'entreprises, au niveau des entreprises de services notamment. Donc, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Nous, la question de l'hybride, c'est la question justement de la présence ou de travailler en présence ou de travailler à distance. Là, on est actuellement à établir les repères là, par rapport à ça, parce qu'il y en reste pas moins que on est des êtres fondamentalement sociaux. Fait qu'en majorité, là, on aime ça au moins avoir un bon contact. Dans ce qui nous concerne, un cédant qui démarre son processus de transfert, qui est une entreprise qui a monté lui-même, qui a 30-35 ans là, c'est comme laisser aller le bébé. En bon français, le bébé est rendu adulte. Là. C'est quelque chose, donc, le contact en présentiel est souhaitable là, dans ces cas-là. Par contre, pour les suivis de dossiers, tout le monde s'accommode bien de la nouvelle dynamique. Donc, on est en continuité d'ajustement à cet égard. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat ou des mains levées pour Orion? Je n'ai aucune main levée pour le moment. Et dans le chat, ça dit quoi? Et j'ai une question de Michel Brousseau. Non, une question pour France avant. Alors, est-ce que vous avez remarqué cet impact au niveau de vos formations auprès des intrapreneurs? Quel impact? L'impact du COVID? Yes.
Mais ce que je peux dire déjà, l'impact du COVID, c'est sûr que ça a un impact sur les intrapreneurs. Si je parle des gestionnaires dans les grandes entreprises, je ne sais pas si c'est vrai, si je vais répondre à la bonne question, mais l'impact du COVID, c'est beaucoup aussi au niveau de la gestion du temps, la gestion des réunions. Il y a une hausse de productivité parce que les gens travaillent plus, sont plus productifs. Puis d'un autre côté, il s'alloue peut-être même pas le temps pour aller prendre un verre d'eau, puis aller au petit coin. Fait qu'il y a toute une réflexion, une réorganisation qui doit se faire sur comment je gère mon temps, comment je m'organise. Est-ce que je prends soin de moi au détriment de la productivité ou jusqu'où je dois être productif? Donc, il y a une réflexion sur les valeurs, puis quand est-ce que c'est assez? Il y a cette dimension-là qui arrive dans les petites entreprises comme dans les grandes entreprises, comment je m'organise. Puis j'ai entendu récemment aussi au niveau des réunions, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une réunion d'1 heure, une réunion de 15 minutes, une réunion de 30 minutes, on arrive à nos fins quand même. Fait à ce niveau-là, les gens commencent à se re-questionner comment je m'organise pour sauver du temps, pour être efficace, puis atteindre les objectifs tout en prenant soin de qui je suis, puis en prenant soin aussi de mon monde, parce que ce que je me demande, souvent, je le demande aussi aux gens avec qui je travaille. Donc, ça a cet effet-là de questionnement sur les cadres, les dirigeants qui sont sensibles à ce que vivent leurs personnels. Puis je le vois au niveau des formations, c'est des thèmes qui reviennent. Merci encore, France. Je pense qu'il y avait une question à main levée, Auréa. Oui, de Michel Brousseau. Allez-y, Monsieur Brousseau. Bonjour, je vous remercie pour votre rapport GEM. J'avais une question. Est-ce que les programmes gouvernementaux pendant la COVID, je sais, il y a eu plusieurs sur le plan provincial et fédéral, ont maintenu les intentions d'entreprendre chez les entrepreneurs potentiels ou les entrepreneurs naissants qui, à un moment donné, avaient de la difficulté à avoir de liquidité. Ils se demandaient si c'était pour ne pas mettre à pied les gens, pour continuer. Il y a eu beaucoup une période d'insécurité, d'inquiétude à ce moment-là. Fait que ma question est la suivante. Est-ce que ça a eu c'est un facteur déterminant dans les intentions d'entreprendre? Je ne sais pas si c'est bien posé ma question, mais... Qui veut prendre la balle au bon? Je peux peut-être y aller. En fait, c'est une super question. On n'a pas une réponse précise là-dessus, mais ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, l'intention d'entreprendre, même si elle avait légèrement décliné, puis on a vu, Marc le présentait, on a vu que la COVID avait quand même influencé dans une moindre mesure à peu près le 2/3 de l'échantillon qui avait l'intention d'entreprendre, puis dans une large mesure, les entrepreneurs, ceux qui avaient l'intention, d'entreprendre. On a vu que la COVID avait eu beaucoup d'influence, mais on ne sait pas dans quelle mesure les programmes gouvernementaux qui ont été jugés efficaces en parallèle ont pu avoir un effet sur cette intention-là. On peut présumer que oui. Chez ceux qui ont l'intention, c'est plus difficile à dire parce que ceux qui ont l'intention n'ont pas encore d'entreprise, donc les programmes, ils ne sont peut-être même pas conscients dans quelle mesure ça s'applique ou pas. Mais chez les entrepreneurs naissants et ceux qui sont les nouveaux entrepreneurs qui étaient en activité, eux, effectivement, étaient capables de savoir si les programmes s'appliquaient ou non, et ça a pu avoir un effet. Cela dit, il y a beaucoup de programmes qui s'appliquaient auprès d'entrepreneurs qui avaient au moins 1 an d'activité. Et donc, ça a amené, en tout cas certainement, ceux qui avaient l'intention ou qui étaient en processus de démarrage, eux, évidemment, les programmes n'ont sans doute pas eu d'effet. Il y a quelques organisations qui ont mis en place des groupes de discussion qui ont pu avoir des effets sur la santé psychologique, sur les échanges. Je pense à l'École des entrepreneurs, puis Maxime, tu pourrais peut-être même intervenir là-dessus, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'organisations qui ont permis à des gens qui avaient des projets entrepreneuriaux de se parler. Il y a eu des ateliers qui ont été faits pour voir comment ils pourraient faire face à la COVID. Ça a pu aider, mais directement des aides, là, à mon avis, sur l'intention, sur les nouveaux démarrages très récents, là, à mon avis, il n'y a peut-être pas eu vraiment d'effet parce que ça s'appliquait plus ou moins les programmes en tant que tel. Là. Pour aller plus loin, Étienne, sur ta question, avec l'École des entrepreneurs du Québec, il y a même eu des parcours sur la résilience qui ont été faits. Puis ce qui en est ressorti de ça, c'est pas nécessairement toujours des belles histoires, mais il y a beaucoup de belles histoires qui sont sorties de là. Puis
Puis les gens ont essayé vraiment d'aller penser, comme tout le monde le dit, en dehors de la boîte parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de le faire. Là, ils ont pris le temps de le faire avec des gens qui savaient comment le faire. Ça a été impressionnant. Puis au départ, c'était dramatique. Ça a été finalement révélateur pour beaucoup d'entreprises. Donc, je clôt la boucle avec ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, soit à main levée ou dans le chat? Oui, alors on a une question dans la question... Oh. Excusez-moi. Excuse-moi. On a une question Allez-y. Dans le question-réponse, il y a une excellente question, je pense, de Jérôme Cointin, qui, je pense, qui s'adresse autant, je dirais, à France qu'à Serge, qu'à Maxime, aux deux Maxime, en fait, étant donné l'expérience de Maxime Montminy à l'École des entrepreneurs. En fait, c'est une question générale qui dit comment la pandémie influence la réflexion sur modifier ou ajuster les plans de cours ou les programmes, hein, l'enseignement qu'on fait, l'encadrement qu'on donne en affaires. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait retenir ou qu'est-ce qu'on devrait enseigner, les grandes leçons de cette pandémie-là pour l'enseignement, l'encadrement, l'accompagnement entrepreneurial ou repreneurial? C'est quoi les grandes leçons de ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir là-dessus? Premièrement, au niveau de l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut toujours rester vigilant. Et on enseigne ça en entrepreneuriat, là. Être vigilant, faire de la veille stratégique. Donc, rester toujours à l'affût, puis continuer à avoir du plaisir. Donc, ce n'est pas des nouveautés. C'est comme si la pandémie vient nous dire, mais regarde, essaie de trouver, continue à t'amuser, continue à être curieux, continue à faire de la veille. Tu vas pouvoir innover, créer à nouveau. Puis, la pandémie a juste donné un petit coup de pouce ou nous encourager à continuer à faire ça. Puis, au niveau des formations, moi, personnellement, je prends toujours soin de créer une communauté au niveau des échanges pour que l'entraide s'installe entre les participants. Fait que cette dimension-là d'entraide, c'est toujours bon, on ne se sent pas seul. Puis je ne vous cacherai pas qu'au sein des groupes, il y a la pandémie, mais il y a la maladie aussi qui s'installe. Puis il y a des gens qui ont été malades pendant la pandémie. Puis le fait d'avoir le support du groupe, puis des échanges dans un cadre assez sécuritaire, ça a été bon, ça a été sain. Donc, ne pas perdre de vue quand on enseigne à des humains qui ont besoin d'humains, puis créer ce lien-là. Je pense qu'il faut continuer à le faire. Puis c'est vrai pour nous, puis nos étudiants, nos universitaires, les jeunes, probablement qu'ils en ont souffert de cette possibilité de créer des liens. Donc, il y aurait peut-être moyen pour les enseignants de continuer à encourager, créer un tissage de liens entre les étudiants. Je parle en tant que maman d'un étudiant à l'université aussi, pas juste grand-mère. Voilà. Merci. On irait peut-être pour un dernier commentaire. Il est 13h26, je suis fatigué avec le temps, mais on s'est dit vraiment 13h30. Donc, un dernier commentaire. Ah oui, je peux en faire un. Merci. Du point de vue de l'entrepreneur et non du formateur comme vous êtes, Maxime et France, moi, je constate ce qui serait important, c'est l'évaluation du risque. Ça rejoint un peu ce que tu dis. L'entrepreneur, qu'il soit homme ou femme, c'est important lorsque tu peux avoir une bonne idée et lorsque vient le temps de la concrétiser, ne pas nécessairement être la meilleure personne pour la concrétiser. Je pense que c'est en s'entourant comme il faut de gens qui sont meilleurs que soi dans les domaines auxquels on performe moins. Parce qu'une entreprise, c'est une équipe. C'est jamais une seule personne. Donc, moi, c'est mon opinion là-dessus. La COVID, je crois, a permis à certains, je l'espère, d'évaluer le risque de se lancer en entreprise. C'est mon opinion.
C'est une très belle conclusion, Maxime. Merci beaucoup. On est pratiquement à la fin. Avant de passer le micro à Mme Cécile Fonrouge, je voulais juste remercier les panélistes pour le temps. Je sais que ce n'est pas toujours une passion de parler devant 150, 200 personnes, mais merci beaucoup pour votre générosité. Évidemment, Marc et Étienne, pour les recherches que vous avez faites. Vous présentez ça en une demi-heure, 1 heure, mais je pense qu'il y a quelques heures de plus de travail en arrière de ça. En tout cas, je le souhaite. Auria aussi, merci beaucoup. Le volet technologique, d'une main de maître, encore une fois. Puis merci beaucoup, beaucoup aux gens qui ont pris le temps ce midi de venir écouter les conclusions du GEM, puis aussi les réponses des panélistes face aux différentes problématiques. Fait que merci encore une fois. Donc, Cécile, je te laisse le mot de la fin et merci encore. Eh bien, écoute, tu as fait les remerciements, donc oui. Merci à tous. Ça veut dire que, comme disait Maxime, les équipes, c'est important. On est des interactions, des équipes, et même à distance, on arrive à sentir ces interactions et cet esprit d'équipe. Nous avons d'autres activités à l'Institut de recherche sur les PME. Le 5 novembre, une conférence sur la santé psychologique des entrepreneurs. Le 19 novembre, sur le spectre des fermetures liées aux intentions de transfert. Et ça sur 10 ans, donc c'est assez important. Et puis, une conférence en décembre sur les intrapreneurs. Et je vous remercie beaucoup à tous. Belle équipe. À la prochaine fois. Merci.